Je m'appelle Glenn, j'ai 32 ans, et j'ai passé toute ma vie d'adulte à être financièrement responsable. Après des années d'épargne minutieuse, j'avais finalement accumulé 65 000 $ dans mon fonds d'urgence. Puis, dimanche dernier, ma mère m'a tendu un dossier avec un sourire suffisant. « J'ai utilisé ton fonds d'urgence pour rembourser l'hypothèque d'Anthony », a-t-elle annoncé fièrement. « Tu me remercieras plus tard. » J'ai gardé mon sang-froid et j'ai simplement répondu « si tu le penses ». Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour voir comment j'ai géré cette trahison familiale qui a tout changé. Ayant grandi à Elmhurst, une banlieue tranquille juste à l'extérieur de Chicago, la dynamique de notre famille a été claire dès le début. Mon père travaillait comme contremaître dans la construction, faisant des semaines de 60 heures pour subvenir à nos besoins. C'est lui qui m'a appris la valeur de la responsabilité financière. Épargne d'abord, dépense plus tard, disait-il toujours en m'aidant à ouvrir mon premier compte d'épargne quand j'avais à peine 8 ans. Chaque anniversaire et chaque Noël, la moitié de l'argent que je recevais allait directement sur ce compte. Ce n'était pas toujours amusant quand j'étais enfant, mais ces leçons ont jeté les bases de ce que je suis devenu. Mon frère Anthony, de 3 ans mon aîné, a réussi à échapper entièrement à ces leçons. Tandis que mon père essayait de lui inculquer les mêmes valeurs, ma mère sapait ses efforts à chaque tournant. Anthony voulait la dernière console de jeux vidéo, maman la lui achetait. Même quand papa disait non. Anthony a démoli sa première voiture 6 mois après avoir eu son permis. Maman a convaincu papa de l'aider à en acheter une autre. Ton frère a juste besoin d'un peu plus de soutien, me disait-elle chaque fois que je soulignais le 2 poids, 2 mesures. Toi, tu es naturellement plus responsable. Après le lycée, j'ai poursuivi des études de finance à l'université de l'Illinois. J'ai travaillé à temps partiel pendant toute ma scolarité, j'ai postulé à toutes les bourses possibles et j'ai obtenu mon diplôme avec un endettement étudiant minimal. Mes étés étaient consacrés à des stages en finance plutôt qu'à des voyages ou à des fêtes. Pendant ce temps, Anthony a abandonné l'université du nord de l'Illinois après 3 semestres, ayant passé plus de temps dans les fêtes qu'en cours. Mon premier emploi était un poste de débutant dans une société de services financiers du centre-ville de Chicago. Je vivais avec 2 colocataires dans un appartement exigu et je prenais le métro pour aller travailler tous les jours afin d'économiser sur les dépenses. J'apportais mon déjeuner, je limitais les sorties avec les collègues et je remboursais systématiquement mes prêts étudiants. À 27 ans, j'étais complètement libre de dettes et j'avais été promu 2 fois. La carrière d'Anthony, si on peut l'appeler ainsi, consistait à sauter d'un emploi de vendeur à un autre, ne restant jamais plus d'1 an au même endroit. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il conduisait toujours des voitures plus récentes que la mienne et vivait dans de plus beaux appartements. Quand il a eu 30 ans, maman l'a aidé avec un acompte pour une maison à Naperville, une belle maison de 4 chambres qu'il ne pouvait absolument pas se permettre avec son revenu basé uniquement sur les commissions. Ton frère a un certain style de vie à maintenir, m'a expliqué maman quand j'ai remis en question cette décision. Les apparences comptent dans la vente. Il y a 5 ans, la dynamique de notre famille a radicalement changé lorsque mon père a été victime d'une crise cardiaque fatale. Il n'avait que 58 ans. Cette perte nous a tous dévastés, mais elle a affecté ma mère et Anthony de manière inattendue. Papa avait été le seul à jamais dire non à Anthony. Et sans ce contrepoids, les tendances permissives de ma mère sont passées à la vitesse supérieure. Papa avait été assez intelligent pour souscrire une police d'assurance vie substantielle, laissant à ma mère 750 000 $. Elle m'a demandé de l'aider à gérer cet argent, et j'ai passé des week-ends à mettre en place des investissements appropriés pour assurer sa sécurité financière. J'ai créé un portefeuille équilibré qui fournirait un revenu tout en préservant le capital, expliquant chaque décision pour qu'elle comprenne le raisonnement. Au cours de la première année suivant le décès de papa, maman avait donné à Anthony près de 100 000 $ pour diverses urgences, un terme qui semblait tout couvrir, des impôts fonciers qu'il n'avait pas budgétisés à des vacances somptueuses à Hawaï parce qu'il avait besoin de déstresser. Pendant ce temps, ma propre carrière continuait de progresser. Je suis devenu conseiller financier agréé et je me suis bâti une solide réputation auprès de mes clients. L'année dernière, j'ai reçu une promotion et une prime importante, ce qui m'a permis d'atteindre enfin mon objectif de constituer un fonds d'urgence de 65 000 $, soit 6 mois de dépenses, ce que je recommande à tous mes clients. J'avais récemment acheté un confortable appartement de 2 chambres à Lincoln Park. Rien d'extravagant, mais c'était le mien, et j'avais converti la 2e chambre en un bureau à domicile où je gardais tous mes documents financiers dans un classeur verrouillé.
Ma mère avait une clé d'urgence pour mon appartement, quelque chose que je n'aurais jamais pensé problématique. Elle était venue de temps en temps, apportant généralement des plats cuisinés maison ou des articles ménagers dont elle pensait que j'aurais besoin. Je m'inquiète de te voir travailler si dur, disait-elle lors de ses visites, tout en louant simultanément Anthony pour son dernier achat impulsif ou son changement de carrière. Le deux poids, deux mesures était devenu si normal que je ne le commentais plus que rarement. Malgré la dynamique familiale, je maintenais un contact régulier avec ma mère et Anthony. Les dîners du dimanche chez maman étaient devenus notre tradition après le décès de papa. C'est lors d'une de ces réunions de famille de routine que tout s'est effondré. Ce dimanche fatidique a commencé comme n'importe quel autre dîner de famille. Je suis arrivé chez maman vers 16 heures, apportant une bouteille de son vin préféré et un dessert de la boulangerie près de mon appartement. Je m'attendais à une soirée tranquille à prendre des nouvelles et à supporter les habituelles comparaisons subtiles entre ma vie ennuyeuse et celle, excitante, d'Anthony. En arrivant dans l'allée, j'ai immédiatement remarqué le tout nouveau Lincoln Navigator d'Anthony garé à la place où papa se garait autrefois. Le véhicule ne pouvait pas avoir plus de quelques semaines, arborant encore des plaques temporaires. Cela m'a semblé étrange car le mois précédent, Anthony m'avait appelé pour me demander conseil parce qu'il avait du mal à payer son hypothèque. Les affaires ont été lentes, avait-il prétendu. La structure des commissions a changé et je ressens la pression. Je lui avais suggéré d'examiner les options de refinancement ou peut-être de déménager de la maison qui était clairement au-dessus de ses moyens. Il avait balayé mes conseils, disant que les choses allaient bientôt s'arranger. Elles s'arrangent toujours. Pourtant, le voilà avec ce qui devait être un VUS de 80 000 $ garé dans l'allée. J'ai essayé de repousser le sentiment familier de frustration en sonnant à la porte. Anthony lui-même a ouvert la porte, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. « Petit frère », s'est-il exclamé en m'entraînant dans une étreinte qui sentait le parfum cher. Parfait timing. Maman vient de sortir les lasagnes du four. Pendant le dîner, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'atmosphère étrange. Anthony était inhabituellement joyeux, faisant des blagues et remplissant les verres de vin avec enthousiasme. Maman n'arrêtait pas de lui lancer des regards entendus, et tous deux semblaient partager un secret qui m'excluait. « Alors, comment ça va au nouveau travail ?» ai-je demandé à Anthony, sincèrement curieux de savoir ce qui pouvait financer le véhicule de luxe à l'extérieur. « Oh, même entreprise, mais les choses ont vraiment changé », a-t-il dit vaguement, échangeant un autre regard significatif avec maman. Alors que nous finissions le dessert, maman s'est soudainement levée. « J'ai quelque chose pour toi, Glenn », a-t-elle dit en disparaissant dans son bureau. Quand elle est revenue, elle tenait un dossier manille. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé alors qu'elle le posait devant moi. « Ouvre-le », a-t-elle ordonné, restant debout au-dessus de moi avec une expression que je ne peux décrire que comme suffisance satisfaite. À l'intérieur se trouvait un relevé de compte bancaire imprimé montrant un retrait de 65 000 $, le montant exact de mon fonds d'urgence. Attaché à celui-ci se trouvait un relevé d'hypothèque pour la maison d'Anthony montrant un paiement du même montant marqué comme « montant de remboursement final ». J'ai levé les yeux, confus et commençant à sentir une peur grandissante. « Maman, qu'est-ce que c'est ? » « J'ai utilisé ton fonds d'urgence pour rembourser le reste de l'hypothèque d'Anthony », a-t-elle annoncé fièrement, comme si elle venait de me dire qu'elle m'avait inscrit à des vacances surprises. « Tu me remercieras plus tard. La famille est de la famille, et Anthony en avait plus besoin que toi. Il a une famille à soutenir. » Anthony avait divorcé il y a 3 ans, mais avait la garde de ses 2 enfants un week-end sur 2. D'une manière ou d'une autre, dans l'esprit de ma mère, cela constituait avoir une famille, d'une manière qui justifiait de me voler. J'ai senti le sang quitter mon visage alors que je luttais pour garder mon sang-froid. La pièce semblait légèrement basculer et je me suis agrippé au bord de la table pour me stabiliser. 1000 questions se bousculaient dans ma tête. Comment a-t-elle accédé à mon compte ? Comment était-ce possible ? Tu n'as pas besoin de tout cet argent qui dort, a poursuivi ma mère, interprétant apparemment mon silence choqué comme une contemplation plutôt que de l'horreur. Ton frère était sur le point de perdre sa maison, et maintenant il est en sécurité. N'est-ce pas merveilleux ? Anthony a au moins eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise, mais pas aussi affligé qu'une personne venant de bénéficier d'un vol devrait l'être. Comment as-tu eu accès à mon compte ? Ai-je finalement réussi à demander, ma voix me semblant distante même à mes propres oreilles. Je sais où tu gardes tes informations financières, chérie, a dit maman d'un ton dédaigneux. Je suis toujours ta mère. Je veillais juste sur mes 2 garçons. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique.
Elle avait utilisé sa clé d'urgence pour entrer dans mon appartement, fouillé dans mon bureau à domicile et obtenu d'une manière ou d'une autre suffisamment d'informations pour transférer mon argent sans mon consentement. Je me suis levé brusquement. J'ai besoin d'aller aux toilettes, ai-je marmonné, ayant besoin d'un moment seul pour traiter ce qui venait de se passer. Une fois dans la salle de bain, la porte verrouillée, j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et je me suis connecté à mon application bancaire. C'était là, un virement effectué la veille vers un compte externe. 65 000 $ disparus. Tout mon fonds d'urgence, 5 ans d'épargne disciplinée anéantis en une seule transaction non autorisée. J'ai senti une crise de panique monter. Ma poitrine s'est resserrée et ma respiration est devenue superficielle alors que je m'appuyais contre le carrelage froid du mur. J'ai glissé jusqu'à être assis par terre, me forçant à prendre de profondes respirations. Pense, me suis-je chuchoté. Pense. Après quelques minutes, je me suis aspergé le visage d'eau froide et je me suis regardé dans le miroir. Je devais paraître calme jusqu'à ce que je puisse partir et gérer cela correctement. Je suis retourné dans la salle à manger où maman et Anthony discutaient nonchalamment comme s'ils ne venaient pas d'avouer une fraude financière. Alors, a demandé maman d'un ton expectatif, « Tu ne vas rien dire ?» J'ai rassemblé chaque once de maîtrise de soi que je possédais et j'ai simplement répondu, « Si tu le penses. » Son visage s'est légèrement décomposé face à mon manque de gratitude ou d'approbation. « Glenn, c'est une bonne chose. La maison d'Anthony est maintenant en sécurité. La famille est de la famille. Je dois rentrer, ai-je dit en prenant ma veste. J'ai une réunion tôt demain. Mais nous n'avons pas encore pris le café, a protesté maman. Une autre fois, ai-je dit, me dirigeant déjà vers la porte. Merci pour le dîner. Je pouvais sentir leur regard sur moi alors que je partais, confus par ma réaction modérée. Ils s'attendaient soit à une acceptation reconnaissante, soit à une confrontation colérique immédiate. Mon départ calme n'était clairement pas dans leur scénario. Dès que je suis monté dans ma voiture, j'ai su exactement ce que je devais faire. Les 20 minutes de route de la maison de ma mère à mon appartement sont passées dans un flou d'émotions tumultueuses et de pensées rapides. La radio est restée éteinte pendant que je traitais ce qui venait de se passer et que je formulais mon plan d'action. La trahison était profonde. Pas seulement le vol en lui-même, mais la manière désinvolte dont il avait été présenté, comme si je devais en être heureux. Des souvenirs me sont revenus en mémoire. Rester debout tard, aider maman à comprendre les relevés de placement après la mort de papa, lui montrer comment utiliser les services bancaires en ligne, lui expliquer l'importance de maintenir de bonnes cotes de crédit. Tout ce temps passé à essayer de l'aider à devenir financièrement alphabétisée, et elle avait utilisé cette connaissance pour me voler. Alors que je me garais, une pensée horrible m'a frappé. Si elle avait été dans mon bureau à domicile à fouiller dans mes documents financiers, à quoi d'autre aurait-elle pu accéder ? Quoi d'autre pourrait-elle se sentir en droit de redistribuer au nom de la famille ? Une fois à l'intérieur de mon appartement, je suis allé directement à mon bureau à domicile. Le classeur semblait intact. Mais quand j'ai ouvert le tiroir contenant mes relevés bancaires et les informations de mon compte, j'ai pu dire que quelqu'un y avait fouillé. Les dossiers étaient disposés légèrement différemment de mon système d'organisation méticuleux habituel. Sur mon bureau, j'ai remarqué autre chose. Mon chéquier avait été déplacé de sa place habituelle dans le tiroir du haut pour se retrouver sur le bureau, partiellement caché sous du courrier. J'utilise rarement des chèques maintenant, mais je les gardais pour certaines factures. En parcourant le registre, je n'ai rien vu d'inhabituel, mais le fait qu'il ait été déplacé a confirmé mes soupçons sur la façon dont elle avait recueilli les informations de mon compte. Sans hésiter, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la ligne antifraude 24 heures sur 24 de ma banque. Après avoir navigué à travers plusieurs messages automatisés, j'ai finalement atteint une représentante. Merci d'avoir appelé les services antifraude de la Capital Union Bank. C'est Jennifer au téléphone. Comment puis-je vous aider ce soir ? Je m'appelle Glenn Thompson, ai-je commencé en essayant de garder ma voix stable. Je dois signaler une transaction non autorisée sur mon compte d'épargne. Je suis désolé d'entendre cela, monsieur Thompson. Je serais heureuse de vous aider avec ce problème. Pouvez-vous vérifier les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale et votre adresse à des fins de sécurité ? Après avoir terminé le processus de vérification, j'ai expliqué la situation aussi clairement et factuellement que possible. Hier, quelqu'un a transféré 65 000 $ de mon compte d'épargne sans mon autorisation. Je viens de le découvrir il y a quelques heures. Je vois la transaction à laquelle vous faites référence,
a confirmé Jennifer après une brève pause. C'était un transfert assez important. Savez-vous qui aurait pu effectuer cette transaction? C'était la partie difficile. Oui, ma mère. Elle m'a avoué ce soir qu'elle avait accédé à mes informations financières sans permission et initié le transfert. Il y a eu une légère pause sur la ligne. Je savais ce que cela signifiait. Dénoncer sa propre mère pour fraude n'était probablement pas quelque chose que la représentante entendait tous les jours. Je comprends que cela doit être une situation difficile, Monsieur Thompson, a dit Jennifer, sa voix s'adoucissant avec sympathie. Pour clarifier, vous dites que votre mère a accédé aux informations de votre compte sans votre consentement et a transféré des fonds sans votre autorisation? C'est exact, ai-je confirmé. Elle a utilisé une clé d'urgence pour entrer dans mon appartement quand je n'étais pas à la maison, a fouillé dans mes documents financiers et a réussi d'une manière ou d'une autre à transférer l'argent. Elle l'a ensuite utilisé pour rembourser l'hypothèque de mon frère. Merci pour ces informations. Je vais immédiatement signaler cela comme une transaction frauduleuse, m'a assuré Jennifer. Compte tenu des circonstances et du montant en jeu, nous devrons ouvrir une enquête. La bonne nouvelle est que, puisque la transaction est récente, nous avons de bonnes chances de l'annuler, surtout avec votre déclaration claire qu'elle n'était pas autorisée. Que dois-je faire ensuite? Ai-je demandé. Je vous envoie un formulaire de réclamation pour fraude par email dès maintenant. Veuillez le remplir avec autant de détails que possible et le soumettre dès que vous le pouvez. De plus, vous devriez envisager de déposer une plainte à la police. Je sais que cela peut être difficile étant donné qu'il s'agit d'un membre de la famille, mais cela aide à établir la gravité de votre réclamation. J'ai hésité à la mention d'une plainte à la police. Malgré tout, l'idée de potentiellement faire arrêter ma mère me donnait à réfléchir. Jennifer semblait sentir mon hésitation. La plainte à la police est recommandée, mais pas absolument requise dans votre cas. Puisque vous avez identifié la personne et avez son aveu, vous devez cependant savoir que sans cela, l'enquête pourrait prendre plus de temps. Je comprends, ai-je répondu. Je remplirai le formulaire de réclamation pour fraude ce soir. Une dernière chose, Monsieur Thompson. Je vous recommande fortement de changer tous vos mots de passe, de demander de nouvelles cartes bancaires et d'envisager d'ouvrir de nouveaux comptes. Si quelqu'un a accédé à vos informations financières une fois, il y a un risque qu'il le fasse à nouveau. Après avoir mis fin à l'appel avec Jennifer, j'ai immédiatement appelé mon ami Scott, qui se trouvait être un avocat spécialisé dans les crimes financiers. Glenn, il est presque 22 heures. Tout va bien, a répondu Scott, semblant inquiet de l'appel tardif. Pas vraiment, ai-je admis avant d'expliquer toute la situation. Scott a écouté sans interruption jusqu'à ce que j'ai terminé. Tout d'abord, je suis vraiment désolé que cela te soit arrivé, a-t-il dit. L'abus financier familial est plus courant qu'on ne le pense, mais cela ne le rend pas moins grave. Ta banque avait raison. Tu as un dossier solide pour fraude et la transaction devrait être annulable. Devrais-je déposer une plainte à la police, ai-je demandé, toujours en conflit sur l'escalade de la situation à ce niveau. Légalement parlant, oui, tu devrais. Cela renforce considérablement ton dossier, mais je comprends ton hésitation, a répondu Scott. Voici ce que je suggère. Poursuis l'enquête pour fraude de la banque et donne-leur ta déclaration sur l'accès non autorisé. Documente tout. L'aveu de ta mère, la chronologie des événements, toute preuve que tu as de son entrée dans ton appartement sans permission à cette fin. Et la sécurité de mon appartement? Elle a toujours une clé. Change tes serrures dès demain matin, a conseillé Scott sans hésitation. Tu es également en droit d'installer des caméras de sécurité, surtout près de ton bureau à domicile. Non seulement pour d'éventuels futurs incidents, mais pour documenter toute tentative de te confronter à la maison. Après avoir remercié Scott pour ses conseils, j'ai passé les 2 heures suivantes à remplir le formulaire détaillé de réclamation pour fraude, en joignant des captures d'écran de mon relevé de compte montrant le virement non autorisé. J'ai également pris des photos de mon système de classement légèrement perturbé comme preuve que quelqu'un avait fouillé dans mes documents financiers. Avant d'aller me coucher, j'ai changé tous mes mots de passe bancaire en ligne, commandé de nouvelles cartes de crédit et de débit, et mis en place des étapes de vérification supplémentaires pour toute future transaction importante. J'ai également commandé un système de caméra de sécurité simple avec livraison le lendemain et j'ai pris rendez-vous avec un serrurier pour la première heure le matin. Alors que je m'allongeais enfin dans mon lit, épuisé mais trop agité pour dormir, j'ai pris la décision consciente de ne pas appeler ou envoyer de SMS ni à ma mère ni à Anthony. Laissez-les s'interroger sur ma réaction inhabituellement calme.
La banque les contacterait bien assez tôt, et je voulais être stratégique plutôt qu'émotionnel sur ce qui deviendrait inévitablement un conflit familial majeur. Je ne savais pas à quel point les choses allaient s'envenimer rapidement le lendemain. Le lundi matin est arrivé après une nuit de sommeil agité. J'ai appelé mon bureau à la première heure et j'ai demandé un jour de congé personnel, expliquant à mon directeur que j'avais une situation familiale urgente à gérer. N'ayant jamais pris de congé imprévu auparavant, ma demande a été accordée sans question. Le serrurier est arrivé à 8h30 et a changé toutes les serrures, me fournissant de nouvelles clés et un sentiment de sécurité que je n'avais pas réalisé qu'il me manquait. À 9h, j'avais installé le système de caméra de sécurité simple que j'avais commandé pour une livraison de nuit, positionnant une caméra pour surveiller ma porte d'entrée et une autre face à mon bureau à domicile. À 10h12, mon téléphone a sonné. C'était le département des fraudes de ma banque qui appelait avec une mise à jour. Monsieur Thompson, c'est Michael des enquêtes sur la fraude de la Capital Union Bank. Je fais suite à la plainte que vous avez déposée hier soir. Oui, merci d'appeler, ai-je répondu, sentant un nœud de tension dans mon estomac. Je voulais vous informer que nous avons terminé notre examen initial de votre cas. Sur la base des informations que vous avez fournies et de nos processus de vérification, nous avons déterminé qu'il s'agissait bien d'une transaction non autorisée. Nous avons commencé le processus d'annulation du virement. Un soulagement m'a envahi. Combien de temps cela prendra-t-il? Comme nous avons détecté cela tôt et que la banque réceptrice a été coopérative, les fonds devraient être retournés sur votre compte dans les 4 à 6 prochaines heures. Nous vous émettons également de nouveaux numéros de compte comme vous l'avez demandé et ces détails seront envoyés par message sécurisé à votre adresse email mise à jour. Après avoir remercié Michael abondamment, j'ai raccroché, sentant un poids s'enlever de mes épaules. Cependant, je savais que la résolution financière n'était que le début de ce qui serait probablement une confrontation familiale douloureuse. À 11h30, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. « As-tu réfléchi davantage à notre discussion d'hier soir ? Anthony est si soulagé. J'espère que tu comprends pourquoi c'était nécessaire. » J'ai fixé le message pendant plusieurs minutes avant de répondre avec un « oui », j'y ai réfléchi, délibérément vague. J'ai passé l'heure suivante à rechercher des informations sur l'abus financier et la dynamique familiale, essayant de me préparer émotionnellement à ce qui allait arriver. Juste après 12h30, mon téléphone a éclaté avec la sonnerie de ma mère. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu. « Allô ? Que as-tu fait ?» Sa voix était stridente, presque méconnaissable de panique et de colère. « La banque vient d'appeler Anthony en disant qu'il y a un problème avec le paiement de l'hypothèque. Ils ont dit que la transaction était en cours d'annulation en raison d'une réclamation pour fraude. M'as-tu dénoncé à la banque ? » Malgré avoir anticipé cet appel, la réalité de son indignation m'a quand même choqué. Il n'y avait aucune reconnaissance qu'elle avait fait quelque chose de mal. Seulement de l'indignation que j'ai pris des mesures pour récupérer mon argent. Je n'ai pas autorisé ce virement, ai-je déclaré calmement. Donc, oui, j'ai signalé une transaction non autorisée à ma banque. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille, a-t-elle exigé, sa voix se brisant d'émotion. J'aidais Anthony. C'est ce que font les familles. Elles s'entraident. Maman, tu es entrée dans mon appartement sans permission. Tu as fouillé dans mes documents financiers privés et tu as transféré 65 000 $ sans mon consentement. Ce n'est pas aider la famille. C'est du vol. N'ose pas utiliser ce mot, a-t-elle haleté. Je suis ta mère. Je faisais ce qui était le mieux pour tout le monde. Le mieux pour Anthony, peut-être. Pas pour moi. Tu as un bon travail. Tu n'as pas besoin de tout cet argent qui dort. Anthony allait perdre sa maison. Alors Anthony aurait dû venir me voir directement ou trouver sa propre solution financière. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision pour moi. Il y a eu un bref silence avant que sa voix ne devienne froide. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu égoïste. Ton père serait si déçu de toi. L'invocation de mon père, qui m'avait appris la responsabilité financière et n'aurait jamais approuvé de telles actions, était un coup bas qui m'a momentanément coupé le souffle. Papa n'aurait jamais volé à un enfant pour renflouer un autre, ai-je finalement répondu, ma voix tendue par une émotion contrôlée. Il croyait aux conséquences et à la responsabilité personnelle. Ce n'est pas fini, a-t-elle menacé. Je vais arranger ça. Anthony et moi allons trouver une solution. J'ai déjà arrangé ça, ai-je déclaré fermement.
L'argent est en train d'être retourné sur mon compte aujourd'hui. Et maman, j'ai changé mes serrures et installé des caméras de sécurité. Tu n'as plus accès à ma maison. Elle a eu le souffle coupé comme si je l'avais giflé. Tu choisis l'argent plutôt que la famille. Je n'arrive pas à y croire. Je l'ai coupé, chose que j'avais rarement faite auparavant. Non, je choisis les limites et le respect plutôt que la complaisance et le vol. Il y a une différence. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté assis dans un silence stupéfait, mon cœur battant la chamade. Bien que sachant que j'avais raison, des années de dynamique familiale rendaient difficile de ne pas se sentir coupable. Je n'arrêtais pas de me répéter que ce n'était pas un désaccord familial normal. C'était du vol, pur et simple. Juste après 14 heures, mon application de sécurité m'a envoyé une alerte sur mon téléphone. Mouvement détecté à ma porte d'entrée. J'ai ouvert l'application pour voir ma mère et Anthony debout devant mon appartement. Anthony sonnait à la porte à plusieurs reprises tandis que ma mère essayait sa clé dans la serrure, l'air confuse quand elle ne fonctionnait pas. J'ai regardé en silence via l'application alors qu'ils abandonnaient finalement et partaient. En quelques minutes, mon téléphone s'est allumé avec des SMS des deux. De maman, nous devons en parler en personne. Arrête de nous éviter. D'Anthony, très mature de changer tes serrures. Maman pleure à cause de toi. Appelle-nous maintenant. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai essayé de me concentrer sur la préparation de ce que je savais être une confrontation inévitable. La banque a confirmé cet après-midi que les fonds avaient été retournés avec succès sur mon compte. Je les ai immédiatement transférés sur un nouveau compte dans une autre banque, dont ma mère n'avait aucune connaissance. Le soir venu, je me sentais émotionnellement vidé, mais plus résolu que jamais. La caméra de sécurité m'a de nouveau alerté vers 19h30. Cette fois, l'ex-femme d'Anthony, Laura, était avec eux. J'ai décidé qu'il était temps de leur faire face directement plutôt que de laisser cette situation s'envenimer davantage. J'ai regardé à travers ma caméra de sécurité. Les trois se tenaient devant ma porte, Anthony frappant maintenant au lieu de sonner, son langage corporel agressif même sur le petit écran de mon téléphone. Ma mère avait l'air bouleversée. Tandis que Laura restait légèrement en retrait, semblant mal à l'aise avec toute la situation. Prenant une profonde inspiration, je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte au milieu d'un coup, faisant presque trébucher Anthony. Entrez, ai-je dit simplement, en m'écartant. J'avais stratégiquement arrangé mon salon pour cette confrontation. Des documents financiers organisés sur la table basse, mon ordinateur portable ouvert montrant les images de sécurité de ma mère entrant dans mon appartement le vendredi précédent alors que j'étais au travail. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a commencé Anthony dès que la porte s'est refermée derrière eux. La société de prêt hypothécaire m'a appelé en disant que le paiement était en cours d'annulation. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» J'ai récupéré mon argent volé, ai-je répondu d'un ton neutre. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas tous pour que nous puissions en discuter calmement ?»« Il n'y a rien à discuter, » a crié Anthony, restant debout tandis que maman s'enfonçait dans mon canapé, l'air larmoyant. Maman m'aidait à sortir d'une situation difficile. C'est ce que font les familles. Avec leur propre argent, oui, ai-je convenu. Pas avec de l'argent pris sans permission à un autre membre de la famille. Elle ne t'a pas volé, a protesté Anthony, le visage rouge. Elle l'a emprunté temporairement. Je me suis tourné vers mon ordinateur portable et j'ai affiché le relevé d'hypothèque que ma mère m'avait montré. Il est écrit le montant de remboursement final, pas paiement temporaire. C'était le reste de ton hypothèque, plus de 60 000 $. Ce n'est pas emprunter, c'est prendre. Laura, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, avait l'air confuse. Attends. Anthony m'a dit que ta mère lui donnait de l'argent de ses propres économies pour l'aider avec quelques paiements en retard. Tu as dit que c'était juste pour rattraper le retard, a-t-elle dit en se tournant vers son ex-mari avec un regard interrogateur. Anthony lui a lancé un regard furieux avant de se tourner à nouveau vers moi. Écoute, j'ai eu quelques difficultés financières. Maman essayait juste d'aider. En volant tout mon fonds d'urgence. De l'argent que j'ai mis 5 ans à économiser, ai-je rétorqué. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu peux l'économiser à nouveau. La voix d'Anthony était dédaigneuse, pleine de droit d'une manière qui a soudainement tout rendu limpide pour moi. C'était l'aboutissement d'une vie d'attente et de normes différentes. Maman, ai-je dit en m'adressant directement à elle. Comment exactement as-tu obtenu les informations de mon compte ? J'aimerais que tu me l'expliques.
Elle a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Je devais aider Anthony. Je savais que tu gardais tes informations financières dans ton bureau à domicile. J'étais déjà inquiète que tu aies autant d'argent qui dorme sans rien faire. Il ne faisait pas rien, ai-je interrompu. Il m'apportait sécurité et tranquillité d'esprit. Eh bien, j'ai utilisé ma clé pour vérifier ton appartement vendredi dernier, a-t-elle continué. J'allais juste te demander d'aider Anthony, mais j'ai vu tes relevés bancaires et le montant que tu avais économisé, et j'ai pris une décision en tant que mère pour aider mes 2 enfants. En volant à l'un pour donner à l'autre, ai-je déclaré sèchement. N'utilise pas ce mot, a-t-elle lancé, un éclair de colère perçant à travers ses larmes. J'ai tourné mon ordinateur portable pour qu'ils puissent tous voir l'écran. Voici des images de la caméra de sécurité que j'ai installée ce matin. Elle vous montre entrant dans mon appartement vendredi, y passant près de 40 minutes et repartant avec des papiers à la main. L'horodatage montre que cela s'est produit pendant que j'étais au travail, sans ma connaissance ni mon consentement. Le visage de ma mère a pâli en se regardant à l'écran. C'est une violation de la vie privée et du vol, ai-je continué. J'ai tout à fait le droit de déposer une plainte à la police et de porter plainte. Tu ferais arrêter ta propre mère, a crié Anthony, faisant tomber un livre de ma table basse dans son agitation. Je ne veux pas, ai-je dit honnêtement. Ce que je veux, c'est que vous reconnaissiez tous les deux ce qui s'est passé ici et que vous compreniez pourquoi c'était mal. Rien de mal ne s'est passé, a insisté Anthony. La famille est de la famille. Tu as toujours été égoïste, accumulant ton argent pendant que je luttais avec de vraies responsabilités d'adulte. Comme quoi? Ai-je demandé, sincèrement curieux de savoir ce qu'il considérait comme des luttes justifiant le vol. Tu gagnes presque le même salaire que moi, mais tu achètes des voitures de luxe, tu prends des vacances chères et tu vis dans une maison qui est bien au-dessus de tes moyens. Ce ne sont pas des luttes, Anthony. Ce sont des choix. Laura s'était déplacée à l'autre bout de la pièce, voulant clairement se distancer de la situation. Anthony, tu m'as dit que tu n'avais que quelques paiements de retard. Tu n'as rien dit sur le fait d'être sur le point d'une saisie. Anthony s'est retourné contre elle. Reste en dehors de ça. Tu ne fais même plus partie de la famille. Ne lui parle pas comme ça dans ma maison, ai-je dit fermement. C'est la mère de tes enfants et elle mérite le respect. Oh, alors maintenant tu la défends, prenant le parti de tout le monde sauf de ta propre famille. La voix d'Anthony avait atteint un quasi-cri. Je défends ce qui est juste, ai-je répondu. Et ce qui s'est passé ici n'était pas juste. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de confiance, de respect et de limites. Ma mère s'est levée soudainement. On peut arranger ça. Je trouverai un moyen de te rendre l'argent, éventuellement. Dis juste à la banque que c'était un malentendu. C'est déjà arrangé, ai-je expliqué. La transaction a été annulée. Mon argent est de retour sur mon compte, un nouveau compte dans une autre banque. Quoi? Anthony avait l'air vraiment choqué. Mais mon hypothèque? C'est ton problème à résoudre, ai-je dit. Tout comme c'était le cas avant que maman ne décide de voler mon argent. Le visage d'Anthony s'est tordu de rage. Il s'est avancé vers moi, les poings serrés. Toi, espèce de prétentieux, de moralisateur. Anthony, l'interrompit sèchement Laura. Arrête ça tout de suite. Ça n'aide en rien. Si tu fais un pas de plus vers moi, ai-je dit tranquillement, j'appellerai la police. J'ai une preuve vidéo du vol. J'ai l'aveu de ma mère et j'ai un témoin. J'ai fait un signe de tête en direction de Laura. Anthony s'est arrêté, respirant lourdement. C'est comme ça que tu traites la famille après tout ce que maman a fait pour toi. Cette conversation est terminée, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Je pense que vous devriez tous partir maintenant. Glenn, s'il te plaît, a plaidé ma mère, de nouvelles larmes coulant sur son visage. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Pas ce soir, nous ne le pouvons pas, ai-je répondu en tenant la porte ouverte. J'ai besoin de temps, et il est clair que nous devons tous reconsidérer ce que famille signifie réellement. Anthony est sorti en trombe le premier, marmonnant des menaces et des insultes à voix basse. Ma mère a fait une pause devant moi, les yeux rouges et gonflés. Tu m'as brisé le cœur, a-t-elle chuchoté. Tu as brisé ma confiance, ai-je rétorqué doucement. Laura a été la dernière à partir, s'arrêtant brièvement. Je n'avais aucune idée de tout ça, a-t-elle dit tranquillement. Je suis désolé.
Après avoir fermé et verrouillé la porte derrière eux, je me suis appuyé contre elle et j'ai finalement laissé mes émotions faire surface. Le sang-froid que j'avais soigneusement maintenu tout au long de la confrontation s'est effondré et j'ai glissé pour m'asseoir par terre, des larmes coulant sur mon visage. Le sentiment de trahison était accablant. C'étaient les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Pourtant, elles avaient violé mon espace, m'avaient volé, puis avaient agi comme si j'étais le méchant pour avoir récupéré ce qui m'appartenait de droit. Une fois que je me suis ressaisi, j'ai appelé Scott. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé après que j'ai expliqué la confrontation. Aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, ai-je répondu avec lassitude. Il ne pense toujours pas avoir fait quelque chose de mal. C'est malheureusement courant dans ces situations, a dit Scott. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi ce soir? Tu as l'air épuisé, et un changement de décor pourrait t'aider. L'offre était tentante, mais j'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Merci, mais je dois rester ici. J'ai besoin de me réapproprier mon espace et de me sentir en sécurité dans ma propre maison à nouveau. Je comprends, a répondu Scott. Appelle-moi n'importe quand, jour et nuit, si tu as besoin de quoi que ce soit. Et Glenn, tu as fait ce qu'il fallait. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assis dans le silence de mon appartement, commençant le difficile processus de reconstruction de mon sentiment de sécurité et d'acceptation de la nouvelle réalité de mes relations familiales. La semaine qui a suivi la confrontation a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie sur le plan émotionnel. Chaque matin, je me réveillais en espérant que tout n'avait été qu'un mauvais rêve, pour me souvenir de la dure réalité de ce qui s'était passé. Aller au travail me donnait une certaine semblance de normalité. Mais me concentrer sur les besoins financiers des clients alors que ma propre situation familiale était en ruine s'est avéré presque impossible. Le mercredi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il s'est avéré que c'était quelqu'un de la société de prêt hypothécaire d'Anthony. Monsieur Thompson, je vous appelle concernant une transaction récente impliquant l'hypothèque de votre frère, Anthony Thompson, a expliqué le représentant. Nous avons reçu un paiement de $65 000 vendredi dernier, qui a depuis été annulé en raison d'une réclamation pour fraude. Je voulais vérifier si vous étiez au courant de cette situation. Oui, je le suis, ai-je confirmé. Ce paiement a été effectué en utilisant des fonds prélevés sur mon compte sans autorisation. J'ai déposé une réclamation pour fraude auprès de ma banque, c'est pourquoi la transaction a été annulée. Il y a eu une pause sur la ligne. Je vois. Eh bien, dans ce cas, je dois vous informer que le compte de votre frère a actuellement 3 mois de retard de paiement. Avec l'annulation de cette transaction, la propriété pourrait faire l'objet d'une procédure de saisie si les arriérés ne sont pas réglés rapidement. C'était une nouvelle pour moi. Anthony n'avait mentionné qu'1 mois de retard, pas 3. La situation était clairement pire qu'il ne l'avait admis. Je comprends, ai-je répondu. Mais c'est une affaire que mon frère devra résoudre lui-même. Le jeudi, j'ai commencé à recevoir des appels et des SMS de membres de la famille élargie. Apparemment, ma mère avait lancé une campagne pour rallier du soutien contre moi, se dépeignant comme une mère attentionnée qui n'avait fait qu'essayer d'aider son fils en difficulté, tout en me présentant comme égoïste et sans cœur. Ma tante Carole, la sœur de ma mère, a laissé un message vocal cinglant. « Glenn, je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre mère après tout ce qu'elle a sacrifié pour toi. C'est comme ça que tu la rembourses ? En l'humiliant et en mettant ton frère en danger de perdre sa maison, tu dois arranger ça. » D'un autre côté, le frère de mon père, l'oncle Jacques, a appelé avec une perspective complètement différente. « Glenn, je viens de raccrocher avec ta mère, a-t-il commencé. Elle m'a donné sa version des faits, mais quelque chose ne collait pas. Je voulais entendre ta version avant de me faire une opinion. J'ai expliqué la situation en détail, y compris l'accès non autorisé à mon appartement et à mes comptes. Ça ressemble bien à quelque chose que ta mère ferait, a soupiré l'oncle Jacques. Elle a toujours favorisé Anthony et lui a trouvé des excuses. Ton père m'en parlait. Il s'inquiétait de ce schéma, mais n'a jamais trouvé le moyen de le briser. Le soutien de l'oncle Jacques signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. J'ai l'impression d'être le méchant de leur histoire, ai-je admis. Tu ne le es pas, m'a-t-il assuré. Ce qu'ils ont fait était mal à tous les niveaux. Se défendre ne fait pas de toi le méchant. Ton père serait fier de toi. Le vendredi, j'ai appris de l'oncle Jacques que ma mère faisait face à ses propres problèmes financiers.
Dans sa détermination à sauver la maison d'Anthony, elle lui avait apparemment promis l'argent avant de l'avoir réellement obtenu, lui assurant qu'elle trouverait une solution. Quand elle a découvert la taille de mon fonds d'urgence, elle y a vu la solution à une promesse qu'elle ne pouvait pas tenir autrement. Elle donne de l'argent à Anthony régulièrement depuis des années, a expliqué l'oncle Jacques. Ton père avait mis des limites à ce qu'elle pouvait lui donner, mais avec ton père parti. Eh bien, il n'y a eu aucune retenue. Je soupçonne qu'elle a déjà épuisé une partie importante de l'argent de l'assurance vie. La révélation n'était pas entièrement surprenante, mais elle était décevante. Ma planification financière minutieuse pour ma mère avait été sapée par son propre comportement permissif. Le samedi matin, on a sonné à ma porte. À travers la caméra de sécurité, j'ai vu Laura debout seule devant mon appartement. Après un moment d'hésitation, je l'ai laissée entrer. Je suis désolé de me présenter sans prévenir, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Mais j'ai senti que je devais te parler directement. Je l'ai invitée à entrer, lui offrant un café, qu'elle a accepté avec gratitude. Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de tout ça jusqu'à ce que je sois dans ton salon en train de tout entendre, a-t-elle commencé, tenant la tasse dans ses mains. Anthony m'a dit que ta mère aidait avec quelques paiements d'hypothèque manqués sur ses propres économies. Si j'avais su la vérité. Je te crois, les jeux assurés. Tu avais l'air vraiment choqué ce soir-là. Elle a hoché la tête, fixant son café. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'essaie de faire admettre à Anthony depuis des années, même après notre divorce. Elle a pris une profonde inspiration. Anthony a un problème de jeu. Ça a commencé petit, des paris sportifs, des ligues fantastiques, mais ces dernières années, ça a escaladé vers le poker en ligne, les voyages au casino, même le day trading. C'est plus du jeu que de l'investissement. La révélation m'a frappé comme un coup physique, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait aussi un sens parfait. Elle expliquait la crise financière constante, les mystérieux manques de liquidité malgré un bon revenu, le désespoir qui conduirait à accepter de l'argent volé. Est-ce que ma mère est au courant, ai-je demandé. Je ne pense pas, a répondu Laura. Anthony est très doué pour le cacher. Et ta mère? Eh bien, elle a toujours été prête à croire n'importe quelle explication qui fait de lui la victime des circonstances plutôt que de ses propres choix. Après le départ de Laura, j'ai passé des heures à réfléchir à cette nouvelle information. Bien que cela ait aidé à expliquer le comportement d'Anthony, cela n'excusait pas les actions de ma mère ni ne justifiait le vol. Au contraire, cela rendait sa complaisance plus destructrice, permettant à Anthony d'éviter de faire face aux vrais problèmes. Bien que je sois la partie lésée, je me suis retrouvé à lutter contre la culpabilité. Avais-je été trop dur? Aurais-je dû être plus compréhensif? Une séance avec mon thérapeute le lundi m'a aidé à clarifier mes pensées. Ce que vous vivez est le résultat de dynamiques familiales établies de longue date, a expliqué le docteur Palmer. Vous avez été conditionné à mettre les besoins des autres avant les vôtres, en particulier ceux d'Anthony. Vous défendre vous semble mal parce que cela contredit ce conditionnement. Alors, que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Maintenez vos limites, a-t-elle conseillé. Cela ne signifie pas couper les ponts avec votre famille, mais cela signifie être clair sur ce qui est et n'est pas un comportement acceptable. Vous pouvez offrir du soutien sans être exploité. Avec ce conseil en tête, j'ai commencé à réfléchir au type de relation que je voulais avoir avec ma famille à l'avenir. Je ne voulais pas rompre complètement les liens, mais je ne pouvais pas non plus revenir à la dynamique précédente. 2 semaines après la confrontation initiale, l'oncle Jacques a appelé avec une proposition. Ta mère et Anthony sont dans de graves difficultés financières, a-t-il expliqué. La société de prêt hypothécaire a entamé une procédure de saisie, et il réalise enfin la gravité de la situation. J'ai suggéré une réunion de famille pour discuter des solutions potentielles. Non pas pour te mettre la pression, mais pour voir s'il y a un moyen d'avancer qui respecte tes limites tout en s'attaquant aux vrais problèmes. Après mûre réflexion, j'ai accepté la réunion, mais à certaines conditions. Anthony devrait reconnaître son problème de jeu et accepter une aide professionnelle. Et ma mère devrait admettre que ses actions étaient mauvaises et s'engager à respecter mes limites. La réunion a été fixée pour le dimanche suivant chez l'oncle Jacques. Un terrain neutre où tout le monde pourrait parler librement. Quand je suis arrivé, la tension était palpable. Anthony était assis raidement sur le canapé, l'air à la fois en colère et vaincu. Ma mère ne pouvait pas tout à fait me regarder dans les yeux. L'oncle Jacques avait sagement invité sa femme, tante Meredith,
dont la présence calme avait toujours aidé à désamorcer les conflits familiaux. Merci à tous d'être venus, a commencé l'oncle Jacques. Nous sommes ici parce que notre famille est en crise, et nous devons trouver un chemin à suivre qui s'attaque aux vrais problèmes plutôt qu'aux symptômes. Anthony a immédiatement commencé à se défendre, blâmant les pratiques prédatrices de la société de prêt hypothécaire et l'économie pour ses difficultés financières. Mais l'oncle Jacques l'a interrompu. Anthony, nous sommes au courant pour le jeu, a-t-il dit fermement. Laura m'a parlé hier. Il est temps d'arrêter de trouver des excuses et de faire face à la vérité. La pièce est tombée dans le silence. Le visage d'Anthony a traversé un cycle rapide d'émotions. Choc, colère, déni, et enfin une résignation qui était douloureuse à voir. Comment a-t-elle? A-t-il commencé, puis s'est arrêté? Après un long moment, il a chuchoté. Je ne voulais pas que quiconque le sache. Je pensais que je pouvais arranger ça moi-même. Ma mère avait l'air vraiment confuse. Du jeu? Quel jeu? L'heure suivante a été difficile mais nécessaire. Anthony a finalement admis l'étendue de son problème. Des dizaines de milliers de dollars perdus. Plusieurs cartes de crédit au maximum, des prêts de prêteurs prédateurs. Il avait maintenu les apparences pendant que sa vie financière implosait. Trop honteux pour admettre la vérité et trop accro pour arrêter. Ma mère a d'abord essayé de minimiser le problème, suggérant que c'était juste un passe-temps qui avait mal tourné. L'oncle Jacques a fermement redirigé la conversation, indiquant clairement qu'il s'agissait d'une dépendance grave nécessitant une intervention professionnelle. Progressivement, alors que la réalité s'installait, la posture défensive de ma mère a commencé à s'effriter. Elle avait l'air plus âgée et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vue alors qu'elle se tournait enfin vers moi. J'ai eu tort, a-t-elle admis doucement. J'étais tellement concentré sur l'aide à Anthony que je n'ai pas considéré ce que je te faisais. J'ai violé ta confiance et ton espace. Je suis désolé, Glenn. Vraiment désolé. L'excuse n'était pas parfaite, mais c'était un début. La première reconnaissance que ces actions avaient été nuisibles plutôt qu'utiles. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Anthony, l'air perdu. Maintenant, nous faisons face à la réalité, ai-je répondu. Toute la réalité. Pas seulement les parties que nous voulons voir. 6 mois après cette réunion de famille cruciale, beaucoup de choses avaient changé dans nos vies. J'avais déménagé dans un nouvel appartement dans un immeuble sécurisé avec un service de portier 24 heures sur 24. Non seulement à cause de ce qui s'était passé avec ma famille, mais parce que l'incident m'avait fait réaliser à quel point j'avais été vulnérable. Mon nouvel appartement était en fait plus proche de mon bureau et offrait des commodités que mon ancien n'avait pas. Donc, d'une certaine manière, le changement forcé avait été positif. Mon fonds d'urgence avait été entièrement restauré, maintenant logé dans une autre banque avec des mesures de sécurité supplémentaires en place. J'avais également révisé toute mon approche de la documentation financière, gardant les informations sensibles dans un petit coffre-fort à la maison et utilisant un stockage numérique crypté pour les sauvegardes. La relation avec ma famille avait évolué vers quelque chose que je décrirais comme prudemment optimiste. Nous maintenions le contact, mais avec des limites clairement établies. Les dîners du dimanche n'étaient plus une obligation hebdomadaire, mais avaient lieu environ une fois par mois, généralement chez l'oncle Jacques, où le terrain neutre aidait tout le monde à se comporter au mieux. Anthony avait initialement résisté à l'idée d'un traitement pour sa dépendance au jeu, insistant sur le fait qu'il pouvait s'en sortir seul. Mais face à la saisie imminente de sa maison et à la perte potentielle des droits de visite de ses enfants, Laura avait menacé d'intenter une action en justice s'il n'obtenait pas d'aide. Il a finalement accepté d'entrer dans un programme de rétablissement. Le processus n'avait pas été facile. Il avait eu plusieurs rechutes dans les premiers mois, mais il participait maintenant activement aux joueurs anonymes et travaillait avec un thérapeute spécialisé dans la dépendance. Il avait dû vendre sa maison et sa voiture de luxe, déménageant dans un appartement modeste qui correspondait mieux à sa situation financière réelle. Ma mère avait peut-être fait face à l'ajustement le plus difficile. Pendant des décennies, son identité avait été liée au fait d'être la sauveuse maternelle, celle qui pouvait résoudre n'importe quel problème pour ses enfants, en particulier Anthony. Être forcé de reconnaître comment sa complaisance avait contribué à ses problèmes plutôt que de les résoudre l'avait secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. Sur la suggestion de l'oncle Jacques, elle avait commencé à voir son propre thérapeute pour aborder ces schémas. Elle avait également rejoint un groupe de soutien pour les familles de personnes ayant des problèmes de jeu, où elle apprenait lentement la différence entre un soutien utile et une complaisance nuisible.
Notre relation restait quelque peu tendue, mais s'améliorait progressivement. La première fois qu'elle a demandé la permission avant de passer à mon nouvel appartement, plutôt que de supposer que son statut maternel lui accordait un accès automatique, a représenté un pas important vers le respect des limites. L'oncle Jacques était devenu une figure paternelle inattendue dans ma vie. Sa sagesse directe et son soutien indéfectible avaient été cruciaux pendant les jours les plus difficiles de la crise familiale. Nous nous rencontrions maintenant régulièrement pour déjeuner ou jouer au golf. Des conversations qui tournaient souvent autour des souvenirs de mon père et des valeurs qu'il avait essayé d'inculquer à ses deux fils. Professionnellement, l'expérience avait en fait amélioré mon travail de conseiller financier. J'avais maintenant une compréhension plus profonde et plus personnelle de la dynamique financière familiale et des aspects émotionnels de la gestion de l'argent. Plusieurs de mes clients avaient commenté ma plus grande empathie lorsque je les aidais à naviguer dans des situations financières familiales complexes. J'avais même développé un séminaire sur les limites financières dans les relations familiales qui était devenu très populaire parmi les clients de mon entreprise. Sans partager les détails spécifiques de mon expérience personnelle, j'ai pu m'inspirer des leçons que j'avais apprises pour aider les autres à établir des limites financières saines avec leurs proches. Un résultat inattendu a été ma relation plus étroite avec Laura et, par extension, ma nièce et mon neveu. Avec Anthony concentré sur sa guérison, j'avais assumé le rôle d'un oncle de soutien, emmenant les enfants à des matchs de baseball et à des musées des sciences les week-ends où Laura avait besoin d'une pause. Ces relations innocentes, non entachées par les complications des enchevêtrements financiers des adultes, était devenue une source de joie sincère dans ma vie. Sur le plan personnel, j'avais appris de profondes leçons sur la nature de la famille, les limites et le respect de soi. J'avais découvert qu'aimer sa famille ne signifie pas leur permettre de vous exploiter, et que parfois l'action la plus attentionnée est de refuser de participer à des schémas destructeurs. La leçon la plus difficile avait été d'accepter que je ne pouvais pas contrôler la façon dont les autres percevaient mes actions. Certains membres de la famille élargie me considéraient toujours comme le méchant qui avait refusé d'aider Anthony dans son moment de besoin. J'ai dû faire la paix avec le fait d'être mal compris par des personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Mais ceux qui comptaient le plus, l'oncle Jacques, Laura, et finalement même ma mère et Anthony, en étaient venus à reconnaître que mes limites n'étaient pas une question d'égoïsme ou de manque d'amour, mais de briser des cycles malsains et d'insister sur le respect mutuel. Lors de notre plus récente réunion de famille, Anthony m'avait pris à part pour une conversation privée. « Je ne me suis jamais vraiment excusé auprès de toi », a-t-il dit, l'air mal à l'aise mais déterminé. J'étais tellement pris par mes propres problèmes que je ne pouvais pas voir à quel point c'était mal de prendre ton argent. Je suis désolé, Glenn. Pas seulement pour l'argent, mais pour des années à, je ne sais pas, à attendre que tu sois toujours le responsable pendant que je faisais ce que je voulais. L'excuse n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Un signe de la croissance personnelle qu'il connaissait grâce à sa guérison. La route à venir aurait sans aucun doute ses défis. La guérison de la dépendance n'est pas linéaire, et les anciennes dynamiques familiales ont tendance à se réaffirmer en période de stress. Mais nous avancions tous avec une plus grande conscience et des limites plus saines. S'il y a une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que se protéger financièrement n'est pas égoïste. C'est essentiel. Votre fonds d'urgence n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de sécurité, de tranquillité d'esprit et de liberté de faire des choix basés sur ce qui est juste plutôt que sur ce qui est opportun. Les relations familiales doivent être fondées sur le respect et le soutien mutuel, pas sur l'exploitation et la complaisance. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de le protéger des conséquences de ses actions, lui permettant de grandir à travers des expériences difficiles plutôt que de rester piégé dans des schémas destructeurs. La véritable indépendance financière ne consiste pas seulement à avoir de l'argent en banque. C'est avoir le courage d'établir et de maintenir des limites même lorsque c'est difficile et douloureux. Avez-vous déjà eu à établir des limites difficiles avec des membres de votre famille sur des questions financières? Comment avez-vous géré la situation? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des problèmes similaires. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul face à ces défis peut faire toute la différence. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous, protéger votre bien-être financier n'est pas égoïste. C'est du respect de soi.